Comme disait Jean-Claude Bomisseau, l'avenir n'appartient pas seulement à la jeunesse, mais elle appartient plutôt à une jeunesse consciente. C'est dans cette même optique que Elinda et Lindsay vous présentent Conscience, une émission à caractère social, spirituel et culturel qui débutera le mardi 21 juillet et qui sera diffusée chaque mardi de 21h à 22h sur les ondes de CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord. Conscience, on travaille main en main pour nous déterrer conscience nous. Rebonsoir à tous et à toutes. Donc là, maintenant, on va parler de comment remédier à ce phénomène de ghettoisation. Premièrement, je crois que tout commence par la conscience. C'est de là qu'on tire le titre de notre émission, Conscience. Je crois qu'un problème reconnu est à moitié résolu. Donc, lorsque nous prenons conscience qu'il y a une ségrégation, une sorte de ghettoisation de nos milieux, et aussi lorsque nous prenons conscience qu'il y a des barrières systémiques qui sont mises en place pour nous limiter, nous pouvons commencer à chercher des solutions concrètes sur comment se débarrasser ou comment sortir de ce système. Je sais que ce n'est pas facile, en tout cas c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que nous devons faire 10 fois plus que les autres, mais cependant, la prise de conscience est le premier pas vers la croissance. Et après la prise de conscience, c'est le travail de communautaire. Exactement, c'est le travail communautaire qui vient et c'est un travail concret, pas juste parler, pas juste être des sociologues qui font des théories ou bien qui parlent, mais être des personnes avec une conscience éveillée qui travaillent concrètement pour apporter un changement. La deuxième façon qu'on pourrait y remédier serait d'avoir une élite qui fait la différence. Donc, je vous apprends pas quelque chose de nouveau, là, l'être humain, il apprend plus par l'exemple que par les ordres ou les idées qu'on lui propose. Donc, si tu veux que ton enfant lit, dis-lui pas de lire ou bien donne-lui pas l'ordre de lire. Lis et puis ton enfant, il va voir que tu lis, il va te copier puis il va lire aussi. Donc, avoir une élite consciente et qui est prête à éduquer, à sensibiliser la communauté sur les enjeux sociétaux, former la communauté également, avoir une élite engagée qui est prête à montrer l'exemple et à passer du temps avec les plus jeunes dans l'accompagnement de ceux-ci. Avoir une élite que lorsqu'elle réussit, elle ne s'empresse pas de quitter le hood ou bien quitter le quartier dans lequel il habite et se vanter qu'elle habite dans un quartier de blancs, mais elle décide de rester dans le hood pour former ceux qui sont du hood pour la communauté, pour investir dans la communauté et changer le visage que les autres ethnies ont de notre communauté. Donc, en investissant dans la communauté, on augmente également son pouvoir d'achat. Donc, c'est pas un investissement à court terme, c'est pas quelque chose qui finit, c'est quelque chose qui est continu. Donc, on continue à former de génération en génération et c'est comme ça que nous pouvons à un moment donné dire que oui, nous avons cette richesse générationnelle que les autres communautés, eux, ils peuvent avoir. Donc, il ne faut pas rester au stade où on est riche juste pour avoir de l'argent, mais créer un empire. Je ne sais pas si ma collègue Lindsay a quelque chose à rajouter. Oui, j'ai quelque chose à rajouter. Juste en parlant de la différence entre wealth et richesse, je regardais un humoriste qui disait que la communauté noire peut être riche, mais elle n'a pas un empire, en fait. Donc, la personne qui signe nos chèques pour qu'on soit riche, pour qu'on ait beaucoup d'argent, c'est un blanc qui est au-dessus de nous, en fait. Donc, la personne qui signe le chèque pour les joueurs de la NBA, c'est quelqu'un qui est blanc. Donc, il faut créer quelque chose. Et pas seulement conduire des belles voitures, mais il faut créer la voiture, il faut essayer de la vendre ce qu'on crée de notre propre main. Donc, parce que le respect s'impose et tout ça, c'est une lutte
économique. Donc, on fait beaucoup de bruit, mais on a peu de chiffres. On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Comme il y a une chanson que j'aime bien de Kerry James qui s'intitule Constat amer. Il dit besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour quitter la précarité. Il n'y a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir, tu vois parfois ton pire ennemi. Tous adeptes du chacun pour soi. Personne ne nous respecte. Et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé. On se fait avoir. On ne se forme même pas une communauté. La réussite ne devrait pas te rendre coupable, mais si on ne s'occupe pas des siens, qui le fera? Wow. Donc, si je comprends bien, comme tu as dit tantôt, les Noirs sont riches, mais les Blancs possèdent la richesse. Ouais. Wow, c'est vraiment une belle pensée. Puis c'est la réalité, malheureusement, c'est la réalité. Comme quand la personne qui va signer ton contrat, ça va être un blanc. Comme quand un homme blanc est riche, lui, tu vas même pas remarquer qu'il est riche sur les vêtements qu'il porte. Il peut posséder Walmart, il peut posséder peu importe l'action, mais tu vas même pas le remarquer dans ses vêtements. Comparé à quand un noir est riche, tu vas voir, il va déjà porter les bling-bling, il va aller au club, il va acheter 10 000 $ d'une bouteille. Il va s'endetter en fait. Exactement. Puis il va tomber dans toutes sortes de choses. Puis malheureusement, être riche, quand on est riche, on peut devenir pauvre. Mais quand on possède la richesse, ça reste de génération en génération, comme Lindsay l'a mentionné. Puis aussi, je me rappelle à un moment donné, on avait une discussion où on parlait par le fait que nous, dans notre communauté, on n'a pas une... c'est quoi qu'on s'appelle ça? Une caisse populaire. Une caisse populaire pour pouvoir, pour que le fait que l'argent doit rester dans la communauté pour aider et instruire. Donc, ça, ce serait un beau projet pour la communauté qu'on a notre propre caisse populaire. Puis, pendant que tu parles de caisse populaire, j'avais entendu un monsieur qui avait dit ça. Je me rappelle plus de comment on appelle... je me rappelle plus du quote. Mais la personne avait dit, le noir, il naît à l'hôpital juif, le noir naît à l'hôpital juif, il se marie chez l'italien, puis il meurt également chez l'italien. Donc, toute sa vie, le noir, il n'appartient pas à sa communauté. Puis je trouvais ça intéressant puis drôle en même temps parce que c'est la réalité. On n'a même pas une salle de réception haïtienne que n'importe quelle communauté peut venir se marier ou peut venir faire une réception. Puis on n'a même pas une pompe funèbre que quand une personne de la communauté ou d'une autre communauté meurt, qu'on peut enterrer cette personne-là. Donc c'est malheureux. Ça, c'est vraiment dans le manque d'unité. On peut voir, par exemple, sans porter de jugement spécial, mais comme si on va sur P9, il y a 10 restaurants haïtiens, un à côté de l'autre, 10 barbershops, un à côté de l'autre dans la même rue. Donc, ça, ce qu'on fait un projet, ça devrait être, genre, on devrait aller par secteur. C'est ouais, exact. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on devait aller pour pas empiéter l'un sur l'autre. Puis aussi, je me rappelle, on m'avait raconté une histoire où il y avait... par exemple, il y avait deux commerces, un qui était dirigé par un blanc, puis un qui était dirigé par un noir. Ils vendaient la même chose et le blanc, c'était la même qualité et le blanc, c'était plus cher chez le blanc. Mais les noirs achetaient chez le blanc. Ils portaient le jugement que si le prix est baissé, c'est que c'est pas bon. Et si le noir essaie d'augmenter le prix, ils vont dire, oh, il essaie de nous crosser ou quelque chose de ce genre. Donc, c'est assez triste de voir qu'il manque une unité. Il faut essayer de changer cette manière de penser. Ouais, exact. Donc là, nous allons prendre une petite pause musicale. Puis de retour après la pause.
Pacha, oui. Viens ne pas vivre souffler, fin coupé. Oui, oui. Oui, oui. Soleil levé, soleil couché. Le travail dit Isabelle Paris. Dit-elle, yo peux faire sa vie boada. Année vini, année allée. Situation qu'elle est pas changée. Oui, oui. Mine marée, maintenant ma joie la paix. La paix dégagée, dilérer ça, c'est dilérer ça. Seulement qu'on ne pas s'arrête dans la route. Mais Dieu c'est vent qui dépense. En bas bien, vin nous ne semelle soulier. Tellement marcher chercher la ville, oui. Il pas ouais devant pourtant j'ai pas pété. Oui, oui. Votre marée, la psybi humiliation, oui. Par la misère, mon vivant, pour le bien-être, pour l'issue, et c'est pas bon, ça fait non, non, pas pour ma copaine. Non, la lady, non, misère, la paix dégagée, oui. Dilérer ça, c'est dilérer ça,
Rebonsoir et re-bienvenue. On va continuer avec les solutions pour pouvoir y remédier à cette culture de ghetto. Pour terminer, le conseil que je pourrais vous donner, c'est il faut essayer de se dissocier de cette culture premièrement en nous instruisant, en connaissant nos droits et pour pas pouvoir subir des abus. Donc, il faut s'éduquer, lire pour pouvoir ouvrir ses horizons et voyager. Donc, il faut aussi changer le langage ratchet que nous avons dans ces quartiers. Par exemple, on va utiliser wesh. Parfois, le jeune va dire, comme ils vont faire un mélange de français avec créole, mais une façon de parler qui est tellement pas soutenue, genre ils vont dire yo, je lag le bail, là, je lag le tu sais, c'est comme des façons de parler, comme parfois ils vont dire yo la femme, t'es sous work, des gens de façon de parler qui sont juste bas, puis qui sont juste le nom pour ça, c'est juste ghetto. Genre, quand tu arrives à quelque part qu'il y a des personnes sérieuses, des personnes sérieuses, ouais, justement, des personnes sérieuses, tu vas pas utiliser un langage comme ça. Ou bien, si t'as le culot, t'as le malheur d'utiliser un langage comme ça devant eux, ben, ils vont juste pas te prendre pour quelque chose, là. Ils vont juste comme passer à côté de toi, ils vont dire, mais c'est qui ce type? C'est quoi ce langage? Etc. Donc... Et moi, j'ai longtemps lutté à parfaire mon langage parce que je suis quelqu'un qui écrit bien. À l'écrit, le mot français, c'est correct, mais pour m'exprimer, à cause de cela, ma mère m'a toujours dit, Lindsay, fais attention. Mais, et ça, si on ne prête pas attention à ça, ça peut rester là et causer un problème dans notre manière de s'exprimer. Donc, ce genre de codes linguistiques sont, comme tu as dit, sont souvent incompris et inadaptés en dehors de la communauté, en dehors du ghetto. Ouais. Donc, en s'éduquant, on peut savoir ce qui est conforme aux pratiques de la société afin de ne pas paraître irrespectueux. Donc, les gens qui nous écoutent parfois peuvent dire « Oh, mais pourquoi il ou elle utilise ce genre de langage? C'est mal élevé. » Mais tandis que dans le ghetto, c'est pas perçu comme irrespectueux ou... Ouais. Il faut dire que la culture du ghetto, c'est pas une culture neutre, puis c'est pas la culture... La culture du ghetto ne peut pas être la culture de toute la société, parce que le ghetto, ça représente comme une sous-culture qu'on pourrait qualifier de toxique ou bien de défavorisée. Donc, comme la façon que tu parles dans le ghetto, tu ne peux pas parler de cette même façon quand tu vas aller chercher un emploi, quand tu vas aller, par exemple, postuler à RBC ou bien quelque chose, c'est pas une culture générale, une culture neutre. Donc, la façon que tu t'exprimes, ça en dit quelque chose d'où tu viens. Donc, comme Lindsay l'a dit, il faut faire attention, il faut garder le plus de neutralité possible. Pas parce que je suis noire que tu vas m'étiqueter puis tu vas me classifier de tel endroit. Moi, je veux rester neutre. Donc, il faut prendre conscience, comme tu as dit plus haut, de ces pratiques du ghetto qui, dans sa communauté d'appartenance et de référence, apparaissent conformes, sont perçus ailleurs comme déviantes. Donc, ce genre de langage, ce genre de comportement sont perçus dans la société comme déviance dans le système. Donc, en réalité, on peut être perçu comme étant une personne qui ne partage pas les bons codes sociaux et culturels. Et ça, il faut savoir s'adapter pour les entretiens d'embauche, comme tu as dit tantôt, ouais. Et dans tous les environnements et tous les challenges situations qu'on peut avoir. Donc, en gros, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir réussir, malgré les caricatures, les stéréotypes et les étiquettes du ghetto. Donc, il faut apprendre pour pouvoir s'élever, comprendre pour progresser et entreprendre pour la lutte de cette culture, contre cette culture. Et je vous laisse avec une citation de Kerry James, encore que j'aime bien,
de la chanson Banlieusard qui dit « On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous, c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. » Juste avant de conclure, j'aimerais aussi ajouter que les parents, ils ont un travail à faire aussi. Donc, les parents doivent mieux s'impliquer dans le parcours scolaire de leurs enfants. Les rencontres parents-élèves doivent être prises plus au sérieux dans la communauté. Il faut avoir une meilleure participation active dans les comités de parents, élèves, parents, enseignants, pour que quand il y aura des prises de décision, vous êtes impliqués dans la vie éducative de l'enfant. Donc, je comprends qu'il y a un manque de temps à cause des travails et tout qu'on a, et qu'il y a d'autres préoccupations. Il faut envoyer l'argent en Haïti, il faut faire ci, il y a beaucoup de responsabilités, mais toutefois, il faut arrêter aussi de se complexer face au regard des enseignants et la direction de l'école afin de mettre toutes les chances de réussite du côté de votre enfant. Ma mère m'a toujours dit pourquoi Lindsay t'as peur de t'exprimer et il faut marcher de la tête haute, pas parce que c'est un blanc qui est devant toi que tu dois t'abaisser. Donc cette isolation peut mener à tort le décrochage de l'enfant lorsque les directeurs peuvent juste continuer à dénigrer et négliger les enfants. Donc, même s'il manque des moyens monétaires, cela n'empêche pas de démontrer à l'école de vos enfants que vous vous souciez de la réussite scolaire de votre enfant. Donc, quand on regarde dans ces conseils d'établissement, on voit généralement que les membres sont des femmes blanches scolarisées, nées au Canada, ayant un revenu élevé et dont leurs enfants fréquentent des classes enrichies. Donc, quand il vient le temps de faire des activités et de s'asseoir en comité pour discuter genre des nouvelles mesures de l'école, c'est toujours les mamans blanches là qui ont les moyens puis tout ça qui sont là, mais les parents noirs parfois, puis aussi il faut enlever cette mentalité m'babal avec blanc, m'babal gaspiller français quand on vous invite de rentrer dans les comités scolaires pour parce que ce que vous faites là, les décisions qui vont être prises, ils vont être prises pour vos enfants aussi. Donc, si ce sont toujours des femmes blanches, ben désolé, mais je pense pas que nos enfants vont être si avantagés que ça. Parce que la femme blanche, elle va prendre des mesures pour favoriser son enfant, mais toi, tu dois être là aussi pour prendre des mesures pour favoriser ton enfant. Parce que la femme blanche ne va pas se favoriser ton enfant pour toi, c'est à toi de le faire. Donc, c'est ça, genre, par conséquent, quand vient le temps de faire une amélioration pour les écoles pluriculturelles où il y a des étudiants issus de l'immigration, ces femmes sont fermées et indifférentes par rapport à nos demandes et à nos enjeux. Ouais, exact. Oui, chers auditeurs et auditrices, malheureusement, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Donc, comme vous le savez bien, toute bonne chose a une fin. Donc, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous laissons avec ce morceau de musique de Kerry James intitulé Banlieusard. Et nous vous disons également à bientôt pour un autre épisode de Conscience. On travaille main en main pour nous déterrer conscience nous. Ok, quand vous voulez, ça tourne. Je trouve qu'elle sera bonne la première. Musique. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babdous.
prolétaires et banlieusards. Le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a deux France qui peuvent le nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres, mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme mes couées. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entrômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rugis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Oh, combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, ouais, le respect. Si on échoue, ouais, le progrès. Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall enfumé, fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles.
vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte, je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Même quand on a mal. On enchaîne. Merci.